Bonjour à tous et bienvenue. Donc vous êtes là pour les biothémas, donc c'est un cycle de conférences co-organisé par l'ITAB et le pôle bio Massif Central autour de l'agriculture biologique et de ses pratiques. Donc on va vous présenter, nos collègues et partenaires vont vous présenter un certain nombre de résultats de projets et ça va nous permettre de faire un peu le tour de plusieurs filières en ruminants. On va commencer par les bovins laits. Ensuite, on laissera la place aux bovins viande et on terminera avec les ovins viande. Donc voilà, on va parler des performances de ces systèmes ruminants dans différents contextes et on va aussi parler de filières. Voilà, je laisse la parole à Yannick Péchuzal de l'Institut d'élevage et à Jean-Pierre Meunier de la Chambre d'agriculture de la Loire pour les bovins laits. Merci, bonjour. Donc Yannick Péchuzal, je travaille à l'Institut de l'élevage au service économie des exploitations et sur la filière, spécifiquement sur la filière bovin-lait. Et je suis aussi donc référent filière laitière pour bioréférence, donc pour le pôle bio. Et j'anime donc une petite équipe d'ingénieurs de chambre départementale qui suivent les fermes. Je centralise les données, on les traite ensemble, on les commente ensemble, et puis ça nous permet d'éditer un certain nombre de petits référentiels, que ce soit des cas-types, des référentiels conjoncture, et puis des études diverses et variées, dont Jean-Pierre et moi allons vous donner quelques résultats ou un aperçu. Alors, performance, je vais vous parler beaucoup d'économie, pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des fermes bio, donc du Massif Central, celles qui sont suivies en tout cas donc, par les collègues des chambres. Donc il y a 19 résultats de fermes qui ont été centralisés pour l'année conjoncture 2019, et puis on va remonter dans quelques temps les données 2020. En gros, la moyenne des fermes, mais attention aux utilisations de moyennes sur des échantillons aussi petits que 19 fermes. Et puis de toute façon, même déjà, quand on a des échantillons assez conséquents, il faut toujours se méfier des moyennes, puisque vous le savez, on a des écarts assez conséquents dans les résultats ou dans la structure des fermes qui sont suivies. Donc en plus 19 fermes qui vont, voilà, pour l'année 2019, du sud du Cantal jusqu'au nord du Rhône. 92 hectares en moyenne de SAU, 2,5 UMO, un petit peu de salariat, c'est une des particularités des fermes bio, il y a un petit peu de salariat. 76 UGB et 340 000 litres de lait produit, je regardais tout à l'heure, on est environ à 170 000 litres de lait par UMO, donc quand on parle de coût de production ou de revenus, il faut toujours regarder la productivité de la main-d'œuvre, on est autour de 170 000 litres de lait par unité de main-d'œuvre rémunérée. 52 vaches laitières, 28% de taux de renouvellement, c'est des choses assez classiques qu'on retrouve en système conventionnel. 6500 litres de lait par vache. C'est une particularité des zones de montagne, en fait, de notre zone de montagne en termes de rendement laitier. Les éleveurs bio de chez nous ont des rendements laitiers plus élevés que ceux de plaine. On verra pourquoi tout à l'heure. 160 grammes de concentré par litre. Alors c'est minimum pour ce rendement laitier. 73 grammes donc de TV plus QP, et puis un prix du lait de 478 € par millilitre pour l'année 2019. On verra aussi que le prix du lait, c'est un élément important, et puis qui est assez chahuté en ce moment. Donc voilà, juste pour donner une petite image de, on va dire, structure, dimension des fermes qui sont suivies donc, par les collègues de chambre. En termes de performance économique ou de résultats économiques, c'est au niveau, on va dire, des conventionnels, c'est même parfois au-dessus des conventionnels, mais ça reste quand même en deçà des objectifs. Alors, vous entendez beaucoup parler de la loi Egalim, de la rémunération des éleveurs à un niveau juste et équitable, qui a été fixé arbitrairement, en gros, quand on parle de coût de production au niveau de 2 SMIC. Vous voyez que si on trace, là, depuis un certain nombre d'années, si on trace la droite, l'objectif des 2 SMIC, on voit que, alors, vous avez les systèmes conventionnels en rouge, là, de la même zone, montagne et Massif Central, et puis les systèmes bio. On voit qu'effectivement, les systèmes bio ont bien tiré leur épingle du jeu au moment de la crise sur le lait conventionnel. Forcément, le prix du lait bio, lui, n'avait pas plongé. Mais par contre, on voit que les systèmes bio sont légèrement en-dessus des conventionnels sur la même zone, mais malheureusement, n'atteignent pas l'objectif des 2 SMIC. Ce qui n'est pas le cas en plaine, si je vous montrais les mêmes courbes qu'en plaine, on serait au-dessus des 2 SMIC pour les systèmes conventionnels, les systèmes bio, et les systèmes bio étant légèrement supérieurs aux systèmes conventionnels en plaine.
Voilà. Alors, comment interpréter ceci? Moi, j'ai mis des facteurs de robustesse, mais qui sont aussi des facteurs de fragilité aujourd'hui. Alors, dans les facteurs de robustesse, on trouvait le prix du lait. Voilà. Les années où ça va mal en conventionnel, on est content d'être en bio. Et puis, quand même, c'est un niveau honorable, hein, 478 €, je vous ai dit tout à l'heure. C'est un prix rémunérateur, mais qui ne suffit pas. Dans les facteurs de robustesse, il y avait aussi des aides spécifiques bio, tout ce qui était aide en conversion, c'est transitoire, mais aide au maintien, et puis qui ont disparu ou tendent à disparaître. Et puis l'autonomie, c'est quand même l'autonomie alimentaire, autonomie fourragère, c'est aussi un facteur de robustesse. Et puis dans les facteurs négatifs, on va retrouver le prix du lait, parce qu'il est quand même bien chahuté depuis 2 ans. Hein. On a quand même des baisses conséquentes chez la plupart des collecteurs principaux en lait bio. Les aides spécifiques, il reste quasiment plus, alors qui n'est pas intégré dans le résultat, il reste quasiment plus que le crédit d'impôt. Mais comme c'est quelque chose qui est versé, pas à l'éleveur, qui est versé à la personne, donc on ne le compte pas dans les résultats. Le coût de production, on a des coûts de production élevés, voire très élevés dans nos systèmes de montagne. Et puis, le sujet qui va être développé, les aléas climatiques. On dit que les systèmes bio sont climato-sensibles. Effectivement, il n'y a pas de système qui ne soit pas sensible en élevage ruminant au climat, mais les systèmes bio, ils sont sans doute encore plus sensibles. Ce qu'on constate, effectivement, là, vous avez les rendements fourragers, alors en herbe, premier cycle, dans les élevages suivis. Alors, si on voit effectivement l'enchaînement des aléas, ou plutôt peut-être les années un petit peu meilleures, et puis les années où il y a effectivement des aléas, l'année 2017, l'année 2019, on n'a pas l'année 2020 qui malheureusement va encore impacter, et puis l'année 2021, elle est meilleure, mais il y a quand même eu un coup de gel au printemps qui a fait mal sur les premiers cycles, donc voilà. Et puis bon, si on trace juste des courbes, des droites de tendance, on voit bien qu'effectivement c'est plutôt à la baisse, qu'on a de plus en plus d'achats de fourrage pour compenser effectivement ces baisses de rendement, hein, plus 360 kg de matière sèche par UGB acheté entre 2014 et 2019, on est plutôt sur des tendances à la hausse, et une autonomie qui se dégrade et qui a perdu 3%, 3 points en 6 ans. Et puis 2020-2021, malheureusement, la tendance ne devrait pas s'inverser. Et puis ce qui fragilise les systèmes, qui fragilise les coûts de production, c'est le coût du système d'alimentation qui est en hausse. On voit que, effectivement, alors le coût du système d'alimentation, c'est tout ce qui, en gros, sert à produire de l'alimentation, comme son nom le porte. La méca, les achats d'alimentation, le foncier et la fertile. Mais bon, en bio, c'est pas le poste le plus élevé. Quoique, c'est pas que la fertile, c'est sans doute les achats de semences en bio qui pèsent le plus dans ce poste à pro surface. Plus 25% en 6 ans. Ça représente 72 € par millilitre, en gros, dans les coûts de production qui ont augmenté à minima de 72 € par millilitre en 6 ans sur les exploitations suivies dans bioréférence. Et la majeure partie, avec une bonne partie étant liée aussi aux achats d'alimentation, plus 19 € par millilitre. Voilà, bon, le petit graphique là parle de lui-même. Alors, je dirais, tendre la perche à Jean-Pierre, après qui va lui prolonger sur des exemples en exploitation. On travaille aussi ensemble, d'ailleurs, avec Jean-Pierre, sur un projet qui s'appelle AP3C, qui est conduit par le CIDAM, donc adaptation des pratiques culturales au changement climatique. Et donc, dans le cadre de ce programme, nous avons lancé une enquête en ligne auprès des éleveurs qui sont suivis, alors pas que dans bioréférence, hein, mais qui sont suivis au niveau donc, du Massif central, que ce soit en conventionnel ou en bio, ou dans différents programmes, mais en tout cas, ça nous a permis de recueillir les réponses de 36 éleveurs de bovins laitiers bio. Donc cette enquête a été réalisée début 2021. Et puis c'est des départements quasiment qui sont couverts aussi par le programme bioréférence, puisque vous avez les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Loire, de la Haute-Loire, il y a, je crois, un éleveur du Lot, et puis des éleveurs du Puy-de-Dôme. Donc vraiment, on est au cœur de la zone. Et donc on leur a soumis plusieurs questions, avec des réponses parfois à choisir. Donc où ils ont, il y en a 36 qui ont répondu, donc c'est plutôt un sondage assez intéressant et représentatif. On leur a demandé s'ils avaient subi des aléas depuis 2014, 100% de réponses positives, ça c'est pas étonnant.
et qu'est-ce qu'ils avaient eu comme aléa le plus fréquent entre 2014 et 2019. Donc sans surprise, la sécheresse estivale arrive en tête, 31 réponses, avec aussi des épisodes de canicule. Et puis arrive, alors on va dire en deuxième et troisième position aussi, toujours des épisodes de sécheresse, mais sur le printemps et sur l'automne. Alors le gel tardif printemps, il y avait quand même déjà 17 ou 18 réponses. On n'a pas 2021, parce qu'effectivement, si on avait 2021 dans le lot, je pense qu'on aurait peut-être quelque chose qui aurait dépassé les sécheresses. Donc effectivement, si on en doutait encore, le changement climatique est bien quelque chose de sensible et de ressenti par les éleveurs, alors qu'ils soient bio ou qu'ils ne soient pas bio, mais par les éleveurs laitiers, c'est une certitude. On leur a demandé de donner une note d'impact de 1 à 5 pour chaque aléa qu'ils avaient subi. Et donc on a fait la moyenne ensuite, et on voit que sans surprise aussi, ce qui est le plus impactant alors sur leur système, sur la conduite de leur système, autrement dit système fourrager, le troupeau, qu'est-ce que c'est qui avait le plus d'impact? Là aussi sans surprise, la sécheresse estivale et la canicule, mais on voit aussi que les sécheresses de printemps, on est sur beaucoup de systèmes herbagés où le premier cycle est très important, et on sait que dès qu'il fait sec, ou dès qu'il y a un épisode de gel tardif au printemps, ce premier cycle est fortement pénalisé. Donc là, on voit que de suite après les sécheresses estivales, arrivent les sécheresses de printemps, et puis sécheresse d'automne, alors pas forcément, on le verra plus tard, mais c'est pas forcément sur les récoltes que ça joue, mais c'est plutôt sur l'implantation des futures récoltes, autrement dit tout ce qui est semis d'automne, que ce soit de céréales ou réimplantation de prairies, qui est très pénalisant dès que le terrain est sec de l'automne. On leur a soumis aussi une liste de propositions sur les principales répercussions sur le troupeau. On verra qu'à chaque fois, on va scinder le troupeau et puis le système fourrager, donc plutôt sur les animaux. Ce qui ressort en tête, c'est une baisse de production. Donc, impact, baisse de récolte de fourrage, donc moins d'alimentation, et épisode de sécheresse, épisode de canicule, donc baisse du volume de lait, de la production laitière, en gros par vache, et donc qui se ressent forcément sur le niveau de productivité globale du topo. Alors on avait soumis, vous voyez, d'autres questions, des difficultés d'abreuvement, c'est pas ressorti forcément en tête, le changement de composition des rations, a priori on s'y adapte, la baisse de la qualité du lait, je pense que Jean-Pierre va en parler tout à l'heure. On sait que les épisodes de canicule, notamment, sont très impactants sur la qualité du lait, le rationnement aussi, notamment sur la composition et le TP. Les problèmes sanitaires, a priori, ne sont pas dans les répercussions. Les résultats de repro non plus. Alors, dans les questions, on s'était soumis à des éleveurs laitiers, mais pas que bovins. Il y avait aussi des ovins, il y avait aussi les éleveurs allaitant, viande, ainsi de suite. Donc voilà, il y a d'autres filières, bien évidemment, où les problèmes sanitaires, où les problèmes de repro, notamment en ovins, sont beaucoup plus sensibles qu'en lait. Et puis, quelque chose qu'on attendait peut-être peu, mais c'est surtout la charge de travail supplémentaire. Voilà, donc les questions d'abreuvement, dès qu'il fait sec, amener des tonneaux à eau pour aller alimenter les animaux, amener un complément fourrager, des bottes de foin, du silo, quand les animaux sont d'habitude à la pâture, et je dirais peut-être la période où c'est un peu plus calme en termes de travail, là il faut amener tous les jours du fourrage, de l'eau. Donc effectivement, les éleveurs, la répercussion, c'est effectivement une charge de travail supplémentaire. Principale répercussion sur le système d'alimentation. Donc je vous ai encadré un petit peu en rouge, c'est sans doute pas facile à lire, notamment si vous êtes au fond de la salle, mais en gros, clairement, on a proposé des baisses de rendement, baisse de rendement des prairies, puisqu'on a quand même une majorité des éleveurs qui sont en système herbagé unique, donc uniquement avec de l'herbe, et puis de toute façon, même s'ils ne sont pas uniquement avec de l'herbe, c'est quand même la composition principale de l'assolement. Donc une baisse du rendement des prairies. Le constat qui est plutôt favorable, c'est une mise à l'herbe plus précoce, des hivers plus courts. Alors, des fois, la mise à l'herbe,
Ça ne veut pas dire forcément de la pâture à 100%, mais ça veut dire au moins des économies de charge de litière en bâtiment, peut-être du travail plus simple, ainsi de suite. Donc une mise à l'herbe plus précoce. Des mauvaises conditions de semis d'implantation, on l'a dit, ça c'est plutôt pour les sécheresses de fin d'été et d'automne qui compromettent les semis et les levées de prairies ou de céréales. Et puis, une complémentation plus importante en période de pâturage. Donc, du complément nécessaire, là où les années précédentes, où il y a quelques temps, on pouvait faire du 100% pâture, bah, de plus en plus, il faut de toute façon un râtelier de foin ou un complément à la pâture. Les leviers d'adaptation, donc on a soumis plusieurs propositions de leviers d'adaptation, donc au niveau des systèmes, donc ici les réponses sont pour les systèmes bovins. Alors avec 3 niveaux, on demandait aux éleveurs si c'était déjà fait, si les leviers étaient déjà mis en œuvre. On proposait aussi si c'était envisagé ou si au contraire ben, c'était pas du tout souhaité ou pas du tout possible. Alors, on a bien évidemment dans ces leviers des choses qui sont différentes d'une filière à une autre. Quand on propose de mettre plus d'animaux en estive, c'est effectivement plus envisageable pour quelqu'un qui a des bovins allaitants que des bovins laitiers, vous comprenez bien. Donc, des différences, et puis des différences entre exploitations. Alors, comme c'est aussi assez difficile à lire, donc je vous ai proposé une petite synthèse. Pour tout ce qui était majoritairement déjà fait, donc qui apparaît, c'est les petits traits bleus là, dans les histogrammes. Tout ce qui est déjà fait, c'est beaucoup de choses sur le pâturage, notamment le pâturage tournant. Et puis c'est l'élimination des animaux improductifs. Alors effectivement, les éleveurs n'ont pas attendu de s'adapter au changement climatique pour comprendre qu'avoir des vaches qui restaient vides pendant X mois pour faire du vélage plus précoce, pour voilà, bah, c'était déjà économiquement intéressant avant le changement climatique. Mais le fait d'avoir des stocks ou une offre fourragère plus limitée ben, rend encore plus nécessaire le fait d'éliminer tout animal ou tout cycle improductif, de leur faire la chasse. Dans les majoritairement envisagés, on va retrouver l'accroissement du rendement laitier. C'est assez logique de se dire que pour un niveau de production laitière, ou pour un volume global de production laitière donné, si on peut le faire avec moins de vaches, ben forcément c'est un besoin réduit aussi en fourrage. Donc c'est probablement une adaptation effectivement intéressante. Envisager, c'est l'achat de fourrage. L'achat de fourrage, c'est l'achat de fourrage systématique. Autrement dit, on commence, et je ne sais pas, Jean-Pierre peut-être va en parler tout à l'heure, c'est la contractualisation, c'est-à-dire c'est de ne pas dire il fait sec, il me manque X tonnes de fourrage, je recherche toutes les annonces, je recherche toutes les possibilités et j'achète. Donc on commence à avoir des gens qui contractualisent, soit avec des coopes, soit avec d'autres éleveurs, mais qui commencent à contractualiser des volumes et des prix de fourrage avant de subir la loi. Et puis des choses qui sont envisagées aussi, c'est tout ce qui est aménagé différemment les bâtiments, notamment des ventilateurs, de la brumisation pour le bien-être animal. Et puis des choses qui sont complètement exclues et là qui relèvent effectivement plutôt de la filière, donc laitière par rapport à la viande qu'en éleveur, c'est tout ce qui est modification de la conduite du renouvellement. Alors est-ce que c'est une spécificité bio? Je pense qu'on avait regardé, il y avait un petit peu plus de gens conventionnels qui pouvaient envisager de déléguer le renouvellement, d'acheter plus de génisses de renouvellement, d'en produire moins et donc effectivement pouvoir économiser du stock. Mais en bio, c'est quand même relativement exclu. Alors c'est sans doute aussi par rapport au cahier des charges, mais tout ce qui est modification de la conduite de renouvellement, c'est-à-dire faire élever le renouvellement par quelqu'un d'autre, mettre plus d'animaux en pension, diminuer, arrêter et acheter tout le renouvellement, tout ça on voit que c'est quasiment exclu. Exclu aussi, baisser le rendement laitier, ça on le comprend assez aisément. Et puis aussi des choses qui sont exclues et qui peuvent interroger, c'est la modification des périodes de vélage. Voilà. On a quelques exemples dans les éleveurs qui sont suivis, qui effectivement ont calé des périodes de vélage pour produire du lait l'hiver, notamment avec des vélages d'automne, et être plutôt sur des fins de lactation
pendant l'été, donc pendant les périodes sensibles où il y a moins de pousses de l'herbe, où il y a du déficit, donc pouvoir s'affranchir de ces aléas. Donc là, on était plutôt sur les leviers animaux, et puis on les a aussi interrogés avec pareil, les mêmes choses, hein, donc déjà mis en œuvre ou envisagés, ou au contraire complètement écartés, mais on ne souhaitait pas possible, sur les aspects surface. Alors majoritairement déjà fait, on va retrouver de la diversification fourragère, hein, donc notamment implanter des cultures dérobées, hein, de plus en plus de métailles après en dérobé, donc après notamment une récolte de céréales, alors en grain ou en silé, on sème des métailles, ou des sorgho, ou des choses comme ça, qui peuvent sur un temps assez court pouvoir permettre des fois des récoltes à l'automne. Introduire des légumineuses, donc luzerne, 5 foin, et vous voyez que voilà, on voit les cystogrammes là, en bleu, effectivement. Donc, beaucoup de choses déjà faites au niveau de l'assolement. Envisager beaucoup la rénovation des prairies, donc rénovation des prairies permanentes, et donc ça c'est un constat qui est fait aussi, c'est que les prairies permanentes avec 3 années de sécheresse là, sur ces derniers temps, sans compter bien évidemment 2021, c'est de plus en plus de mauvaises herbes, hein, mais de moins en moins de raigrats, de trèfles, de choses comme ça, et donc qui effectivement poussent les éleveurs à envisager la rénovation. Et puis beaucoup de choses aussi envisagées dans les choix variétaux. Alors c'est quelque chose qu'on voit notamment, alors même s'il n'est pas très présent, c'est quelque chose qu'on voit notamment au niveau du maïs. Les changements d'indice, on commence à avoir des éleveurs qui disent, effectivement, j'ai peut-être mon maïs, je peux changer d'indice, avoir des indices plus longs c'est dans le sens inverse, pour pouvoir bénéficier de zones de température plus favorables. Exclu, et c'est ce qui peut interroger, hein, adaptation au changement climatique et notamment aux sécheresses, puisqu'on voit que c'est quand même ce qui est ressorti en premier. Irrigation, ben non. Il y a très peu d'éleveurs qui ont des projets d'irrigation. Alors, est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est par rapport à des contraintes aussi administratives, parce que c'est pas facile? Est-ce que c'est par rapport à des contraintes de main-d'œuvre, parce que l'irrigation est assez exigeante en termes de main-d'œuvre? Voilà. Mais c'est pas le biais qu'on pourrait imaginer que ça va bien assez facilement. Non. L'agrandissement non plus, pour retrouver plus d'aisance, plus de souplesse en termes de stock et de production fourragère. La substitution grande culture pour pouvoir faire plus d'herbe ou plus de maïs ou autre, c'est pas non plus quelque chose qui est ressorti. Les surfaces additionnelles, et notamment la surface pastorale, c'est pas ressorti, mais là c'est plus lié à la filière qui ne permet pas, ou la production qui ne permet pas de mettre des vaches laitières en estive, et ça se comprend assez aisément. Et puis peu de choses donc, aussi par rapport au mode de récolte de l'herbe, notamment. Voilà, donc pour passer avant de prendre bien évidemment vos questions et de passer la parole à Jean-Pierre sur des cas plus concrets, en conclusion, ce qu'on constate ces dernières années, c'est des systèmes laitiers bio de montagne qui étaient déjà pénalisés par le niveau des coûts de production. Il n'y a pas de... Je dirais, on peut faire le même parallèle en conventionnel avec le conventionnel où on sait très bien qu'on a 100 ou 150 € de plus de coûts de production du lait dans le massif central par rapport à la plaine. C'est des choses qu'on retrouve avec les mêmes différentiels en bio. Alors, parce que déjà, il y a une plus faible productivité par rapport à la main-d'œuvre, et puis des niveaux de charge élevés. Donc le parallèle est là, simplement, les rémunérations sont quand même meilleures en plaine qu'en montagne, et surtout le différentiel. En montagne, en conventionnel, il y a des AOP, il y a des filières qui permettent de valoriser. En bio, le marché du lait bio, la destination du lait bio, c'est le même en plaine qu'en montagne. C'est du lait en brique pour l'essentiel, du lait de consommation, donc la filière ne permet pas d'aller chercher un prix supplémentaire sur le lait bio en montagne. Et puis vient se rajouter à ça donc des mises en tension là, depuis quelques années pour le changement climatique, pour la mise en tension de l'autonomie alimentaire, qui fait quand même, c'est un des 3 piliers de la réussite des systèmes bio. On voit qu'en montagne, le coût de l'alimentation est de plus en plus élevé. Et puis, voilà,
ce qui faisait la force, c'est qu'on a vu au début des systèmes bio qui faisaient la différence, le prix du lait, avec des annonces alors, à la baisse, et puis le régime d'aide qui est refondu et qui ne permet pas aujourd'hui de soutenir comme il faut les conversions, voire les maintiens en bio, et puis même de venir soutenir soutenir les aléas climatiques. L'adaptation aux aléas climatiques, puisque l'année dernière, pour la première année, il n'y a pas eu d'aide des calamités, de secours, des caisses calamités sur le Massif central pour les systèmes bio conventionnels. Juste pour terminer, donc ça fait, je ne sais pas, depuis 2014, au moins la conjoncture 2014, que les collègues ingénieurs réseau suivent des fermes et remontent des données dans le collectif bioréférence, donc qui permettent d'établir des résultats, des références, des repères. Donc beaucoup de choses, et puis grâce aux éleveurs aussi qui sont suivis. Beaucoup de choses que vous retrouvez de toute façon sur divers sites, donc, notamment celui de bioréférence, qui permettent donc d'établir un référentiel élevage où vous pourrez retrouver des données conjoncturelles 2020, prix du lait, prix des aliments, prix des semences, prix, voilà, qui sont spécifiques à la bio. 3-4 types qui sont actualisés tous les ans et dont la dernière publication est celle en conjoncture 2020. Une synthèse annuelle qui permet de reprendre tous les résultats technico-économiques en 2019, mais aussi une analyse pluriannuelle depuis le début, là, donc sur 6 ans, qui permet effectivement de faire les constats qu'on a fait en termes de progression. Et puis, les fermes du collectif bioréférence servent aussi à l'observatoire des coûts de production du lait. Donc, on réalise au niveau de l'Institut d'élevage. La dernière publication est en conjoncture 2019. Et ces coûts de production étant aujourd'hui très sollicités, ces indicateurs, notamment dans le cadre de la loi Egalim, dont vous entendez parler aussi assez souvent, mais on a peu de chiffres sur la bio, et effectivement, ça permet un petit peu d'alimenter certains repères. Voilà, merci. Si vous avez quelques questions. Merci Yannick. Donc je prends les questions et j'en profite pour préciser que sur le site bioréférence, vous trouverez aussi des résultats en filière bovin allaitant, en ovin viande et allaitant et en caprin. Bonjour, alors déjà merci pour votre présentation. Je suis en licence professionnelle ABCD avec Clermont et je fais mon stage dans les bovins laitiers et en bio. Et je voulais savoir, vous avez dit qu'il n'y avait pas de valorisation en AOP. C'est les AOP qui ne veulent pas développer de filière bio ou c'est quoi le problème à ce niveau-là? Alors, quand je dis pas, il faudrait que je dise peu. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de filières AOP en Auvergne qui ont, en plus de l'AOP, mis du bio. Alors, Cantal, si quelqu'un peut me dire, il y a une petite COP, celle de Clamès, qui. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, quand il n'y en a pas, j'ai dit qu'il y en a peu. C'est surtout ne pas oublier ceux qui en font, mais effectivement, je les ai oubliés. Mais je ne pense pas que ce soit, en tout cas, suffisant pour drainer ou valoriser un gros volume de lait en bio. En Saint-Nectaire, il me semble qu'il y a 2 producteurs bio. Ouais, tu confirmes, donc. 2 producteurs fermiers. 2 producteurs fermiers. Voilà. Là, j'aurais dû le préciser, mais on est essentiellement là sur des suivis en lait, laiterie, livraison de laiterie. D'accord. Voilà. Donc, le marché du lait bio, mais il y a sans doute des gens qui sont mieux passés que moi pour en parler, parce que moi je suis plutôt économie d'extraction, pas économie des filières. Mais le marché du lait bio, c'est essentiellement du lait de consommation. Pourquoi le prix du lait bio stagne? Parce que ce marché il est saturé et que l'intérêt pour relancer le prix du lait bio, c'est effectivement de passer à l'échelon supérieur et qu'il y ait d'autres voies de commercialisation qui s'ouvrent pour attirer des volumes, pour pouvoir faire passer des volumes. Alors, du lait de consommation, de l'ultra frais, de la crème, je crois qu'il y en a un autre, mais voilà, c'est l'essentiel aujourd'hui des produits commercialisés. Et surtout, le lait qui est collecté en montagne et vendu en lait de conso, il est vendu alors à Carrefour, à Leclerc, à Lidl, je ne sais rien, au même prix que le lait qui est collecté en plaine. Je ne sais pas lequel est vendu au même prix que l'autre, mais tout ça, voilà. Sauf qu'il y en a un qui coûte 150 € de plus à produire chez nous qu'en plaine. Donc si effectivement il y avait des AOP qui sont essentiellement chez nous, qui développaient en plus une filière bio qui soit capable
je sais pas moi, de tirer 100 millions de litres, c'est super. Juste pour répondre à ça, donc Pauline Arbemont, je suis la responsable de l'exploitation agricole au lycée agricole d'Aurillac. Donc nous, on est en bio et en AOP. Et par exemple, chez Sodial, donc la collecte en bio, c'est tous les 3 jours, 72 heures. Et la collecte en AOP, c'est 48 heures. Donc déjà, c'est pas possible. Voilà. Après, nous, on fait du fromage fermier, donc on peut avoir les deux, mais il n'y a pas forcément de plus-value énorme non plus. Bonjour, Anne Egelin, animatrice filière viande à la FRAB Auvergne-Rhône-Alpes. J'avais une question méthodo et un point d'étonnement. Une question méthodo par rapport à la méthode AP3C, pour savoir si les questions autour des leviers d'adaptation au changement climatique étaient des questions ouvertes ou fermées, notamment si les différents leviers étaient déjà préétablis ou s'il y avait aussi une possibilité pour les éleveurs d'exprimer d'autres leviers auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Non, c'était des questions fermées, mais avec à chaque fois autre et la possibilité pour l'éleveur de s'exprimer. Alors effectivement, il y a eu très peu, en Beauvalet, il y a eu très peu de choses là, dans les autres, là où on a retrouvé des choses, c'est plutôt chez les allaitants, quelques systèmes mixtes, arrêt de production par exemple. Bon, il y a des éleveurs qui clairement qui étaient en mixte les viandes et puis qui décident de se séparer d'un troupeau pour pouvoir retrouver plus d'autonomie, sur des filières d'engraissement, d'arrêter de l'engraissement, de la repousse, voilà. Mais il y avait assez peu de choses, effectivement, en plus sur les Beauvalais, en tout cas pas suffisamment de choses pour pouvoir regrouper pouvoir en faire un histogramme supplémentaire. Merci. Et mon point d'étonnement, c'était par rapport aux leviers d'adaptation envisagés ou exclus, qu'il était envisagé une augmentation du rendement laitier, si j'ai bien noté, alors qu'il était exclu une diminution du rendement laitier. Alors c'est vrai que comme ça peut sembler intuitif, mais moi ça m'est semblé contre-intuitif en mettant ça en parallèle avec l'une des diapos précédentes, où il était identifié que les éleveurs ressentaient comme un impact des aléas et du changement climatique qui avait un effet sur la diminution de la productivité. Donc du coup, constater d'un côté que les aléas entraînaient une diminution de la productivité et envisager comme levier pour s'y adapter d'augmenter la productivité, ça me semblait un peu contre-intuitif. Alors la première, il a subi la productivité, c'est-à-dire que les années sèches ou autres, ils perdent tous forcément un petit peu de lait, même si c'est limité, parce qu'un éleveur, il est particulièrement accroché au volume de lait qu'il livre. C'est en gros la jauge du tank, il ne faut pas qu'elle baisse. Et donc, pour l'instant, ils ont tout mis en œuvre, ou essayé de tout mettre en œuvre, pour essayer de maintenir la production, même s'ils ont perdu un petit peu. Ce qu'ils ont mis en œuvre essentiellement, c'est les achats de fourrage, très coûteux. Fourrage concentré, voilà. Plus après tout ce qu'on a vu, des méthodes, des choses, des adaptations. Mais pour l'instant, la jauge du tank, il ne faut pas qu'elle baisse, donc je dirais presque coûte que coûte. Voilà. Après, la stratégie, dire effectivement, j'exclus toute baisse de rendement laitier, c'est effectivement par rapport à cette jauge du tank. Et même si je pouvais, alors c'est envisagé, est-ce que ça se fera? À mon avis, ça sera difficile. Mais c'est envisagé de dire, si je veux continuer à produire mes 100 000 litres de lait, c'est sans doute en termes de consommation de fourrage plus favorable à faire avec des vaches à 6 000 qu'avec des vaches à 5 000. D'accord? Une vache, elle a des besoins d'entretien. Voilà, donc plus vous diminuez votre nombre de vaches, plus vous diluez les besoins d'entretien sur le nombre de vaches. C'est comme ça qu'il l'envisage. Après, est-ce que ça pourra se faire? C'est compliqué, mais c'est le réflexe. Très bien, merci. On va passer à la suite s'il n'y a pas d'autres questions. Jean-Pierre, je te laisse la parole. Et je remercie aussi en passant les financeurs du projet Bioréférence, donc c'est la Convention Massif Centrale et la région Nouvelle-Aquitaine, et avec la participation aussi pour les bovins laits d'Inotis Réseau d'élevage et de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le financement du suivi des fermes. Et pour la P3C, c'est la Convention Massif Centrale aussi. Voilà, la Convention Massif Centrale. Très bien, merci. Je vais me présenter, donc Jean-Pierre Monnier, je travaille à la Chambre d'agriculture de la Loire, donc je suis au service élevage, je m'occupe de tout ce qui est référence bovin-lait, bio et conventionnel. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir une double casquette.
Je m'occupe de tout ce qui est formation des agriculteurs bio et tout ce qui est études de conversion avec l'ARDAB. Donc, dans mes missions, je m'occupe aussi des syndicats de race, donc Cimental, Holstein et puis Aubrac. Donc, j'ai multi-casquettes et je vois beaucoup de choses et beaucoup de races. Et on va répondre à pas mal de questions qui ont été posées sur la productivité, sur les races et des choses comme ça. Mon intervention se complète très bien avec celle de Yannick. Il a dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas les répéter, mais là, on va passer plutôt à des exemples concrets. Alors, l'adaptation à la conduite, concrètement, on a vu tout ce qui était observé. Donc, une baisse de l'ingestion des vaches, une chute de la production. On ne va pas réinventer l'eau chaude, on connaît les problèmes. Baisse de la qualité du lait, ça c'est un enjeu très important, qui ont mis en péril certaines filières chez Sodial, avec des taux protéiques qui descendent en dessous des 30, voire 28 dans certains troupeaux, et qui pénalisent fortement la valorisation du lait bio. Et ça c'est très important chez Biolait et chez Sodial. Les deux laiteries ont revalorisé les taux protéiques et incite vraiment les éleveurs laitiers à les maintenir. Donc, on a la ressource fourragère qui est limitante. Ça aussi, on va en parler. L'autonomie est plus atteinte et pas atteinte. Et on a vu des spéculations énormes sur les prix du fourrage. Je vous citerai des exemples qu'on a eu sur notre département, qui est Qatar, où les prix s'envolent et les gens n'arrivent pas à trouver des fourrages de qualité. On remarque sur le troupeau des gros soucis sur l'humidité, sur des résultats repro qui sont nettement dégradés et des problèmes de santé des animaux. Donc, sans surprise, on parle des coûts de production, de la productivité, on est sur une dégradation des résultats économiques et de la santé mentale de l'éleveur, parce que gérer une canicule ou aller gérer des stocks et aller prospecter sur le futur, qui est toujours stressant, c'est aussi un sujet d'anxiété. Alors, la première chose à s'adapter, avant de changer 36 000 choses, 36 000 solutions sur la ferme, on le dit, on fait des stages coûts de production, c'est d'abord régler les problèmes qu'on a, sans parler de réchauffement climatique. On défonce les portes ouvertes, mais en faisant des coûts de production, en comparant ça, en allant voir des références, le premier axe d'adaptation, le tout premier levier que les éleveurs ont, c'est d'abord faire un nettoyage dans leur maison. Donc s'assurer du bon fonctionnement du système. Cohérence, une ration de qualité, tenir compte des besoins des animaux en fonction de leur poids et des objectifs de production, bien conserver les aliments, ça me fait un peu doucement rigoler, on se prend 3 sécheresses consécutives et cette année on retrouve des bottes de foin du mois de juin qui sont encore dans les prés, qui n'ont pas été ramassées, et donc, quelque part c'est aussi pouvoir limiter le gaspillage et valoriser les fourrages. Pâturer le plus possible et limiter le temps en bâtiment quand les bâtiments ne sont pas adaptés. On y verra, ça c'est un gros souci en période de canicule. On parle des ressources fourragères, mais on a une nette baisse, je l'ai dit tout à l'heure, du taux protéique en période estivale et une chute de la production vertigineuse des vaches. Il ne faut pas oublier, la vache est une feignante et quand il fait très chaud, elle se fout à l'ombre, près d'un abreuvoir, c'est mieux. En termes de productivité, c'est plutôt une catastrophe. Alors, ce que je dis là, ça, c'est aussi valable pour le conventionnel. C'est pas spécifique à l'avenue, très important. Alors, concrètement, donc Yannick a fixé des axes. Moi, je vais vous faire un peu le tracé des éleveurs, de personnes qui ont mis des axes d'adaptation. En fait, pour faire un petit peu la genèse des choses, sur notre département, c'est pris 3 sécheresses consécutives. Alors, on a vécu 2003, je me rappelle, c'est une année qui restera dans mes mémoires. Et on s'est pris 3 sécheresses consécutives avec des spéculations très importantes sur le prix des fourrages. En 2019, j'ai des éleveurs bio qui sont venus nous voir en mars, printemps. Ils avaient des granges vides et des vendeurs de fourrage, notamment de maïs et pis, spéculaient sur les maïs qui n'étaient pas semés, qui allaient être récoltés en septembre de la même année. On avait des prix du maïs épi qui étaient autour de 290 annoncés et on incitait les gens à signer des bons de commande et à donner des chèques d'acompte. Donc là, c'était trop, on va dire. Là, on avait passé la limite de l'acceptable. Donc ces éleveurs-là sont venus nous voir
Et on s'est mis autour d'une table et on a fait un sondage auprès de tous les éleveurs bio de notre département, il y en avait 246, et on leur a demandé s'ils étaient prêts à contractualiser et s'ils avaient besoin de fourrage. Et là, on a eu des quantités par type de fourrage, luzerne, foin, maïs. Et cette base de données nous a permis d'aller voir des fournisseurs et de sécuriser des prix pour l'avenir. Donc ça, c'était pas mal. Donc cet éleveur, c'est Marc Dumas. C'est un éleveur, il est au nord de la Loire, côté Roanne. C'est un éleveur qui est en bio depuis 2008. Il va prendre sa retraite. Et en fait, les deux exemples que j'ai choisis, on allait chercher parmi les canicules qu'on avait eues, des éleveurs qui avaient adapté leur système et qui avaient eu moins de conséquences possibles sur leurs résultats et leur situation. Ces deux fermes que je vais vous montrer, ce sont des fermes réseau Inosis. Une est dans le Pilat et celle-ci, elle est plutôt dans les monts du Lyonnais, mais les monts du Lyonnais pauvres. Donc il y a 1,1 unité de main-d'œuvre. Yannick connaît la ferme, il l'a visitée. C'est une personne, en fait, qui vit dans... Il y a beaucoup de pentes chez lui, très peu de labourables, donc déjà c'est une contrainte très très forte. Moyen de labourable, plus on est pénalisé. C'est quelqu'un qui est parti en 2008-2009, un troupeau de Primolstein à 8005, quelqu'un de très technique, livreur chez Violet. Et il s'est cassé les dents les 3 premières années avec son troupeau de Primolstein. Son objectif de production du 8005, avec les coûts économiques qui étaient avec, si vous voulez, ça tournait pas rond. Il avait des gros soucis, les vaches ont perdu de l'état, il avait des gros soucis de repro. La première chose qu'il a fait, il a expérimenté du croisement à 3 voies. Donc c'est très intéressant parce qu'on suit un réseau depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc on a 11 ans d'historique de croisement pro-cross. Donc c'est 100 troupeaux de Primolstein, croisé une fois avec la Montbéliard, avec la rouge scandinave en 3e fois, et il revient avec la Primolstein. C'est un croisement organisé. On voit beaucoup de croisements en bio, qui parfois sont hasardeux. Il faut savoir que l'effet hétérosis, c'est maximum en première génération. Au-delà de la première génération, c'est un petit peu ambigu. Tandis qu'avec le croisement pro-cross, ici on a 3 générations, vous verrez des photos de vaches, c'est relativement intéressant. Donc déjà, avec ce croisement-là, il a un troupeau qui est beaucoup plus rustique, qui peut les vaches accordéon. Il a baissé sa production, par contre, il a beaucoup moins de problèmes de santé, il a réglé ses problèmes de reproduction, et il a des taux exceptionnels sur son élevage. Donc je vous rappelle que les taux, c'est une composante du produit. On parle toujours de limiter ses charges, mais ce qui est vraiment important aussi, c'est de valoriser son produit au maximum. Pour répondre à la question de tout à l'heure sur les AOC, la Loire, c'est un département historique en bio. Les gens qui sont dans cette salle peuvent peut-être en témoigner. Premier zone sodiale, Mont du Pilat, fin des années 90, 10 éleveurs bio qui partent en bio sur notre département. Nous, on n'a pas de chance, on n'a aucune AOC, aucune valorisation du lait sur nos zones de montagne, et avec les contraintes des zones de montagne. Donc notre vraie chance, ça a été le cahier des charges bio, où des éleveurs de montagne sont partis en bio. Ensuite, donc, vous voyez, il a une ferme de 52 hectares, 28 vaches, à 6008, et il n'est pas fixé sur sa production. En fait, il prend le lait que les vaches lui donnent. On peut une année avoir 5008, une année 7002. Comme je disais, c'est un peu des vaches accordéon. C'est ce qu'on peut faire là. En Holstein, ça serait un petit peu différent. On aurait du mal à supporter moins les à-coups. Donc, pour dire, donc on a 195 000 litres de lait avec 6008. Ses objectifs, c'est maîtriser son coût de production, limiter les conséquences des sécheresses et améliorer les résultats de reproduction. Donc ça a été ses critères. Et je vous explique un peu comment ça se passe. Il y a une chose qu'il a fait. Il est tout seul sur sa ferme. Donc, il y a une chose aussi que les éleveurs, en termes d'adaptation, c'est la variabilité de l'assolement. Je dis qu'il est en zone très sèche, peu de labourable, mais il fait quand même du maïs, ça c'est très important. Il a des rendements parfois minables, on est à 4 tonnes de matière sèche, mais globalement, c'est porteur. Parce que les bonnes années, il arrive quand même à faire du fourrage. Donc voilà son croisement à 3 voies. Et donc, il est tout seul sur la ferme, et la priorité, qualité du fourrage, coût de production. Ce qui est un peu ambigu, c'est qu'au printemps, il a ses vaches à traire, il a son maïs abiné, et surtout ses fourrages à récolter, parce que la première richesse de cette ferme, c'est l'herbe. Niveau travail, il est mis en place de la monotraite à partir d'avril jusqu'à septembre. Il traite les vaches une fois. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que toute la période de canicule
où on dépasse les 38-40 degrés, il y a un max de vaches taries sur l'exploitation. Elles subissent pas la sécheresse. Et quand les conditions climatiques reviennent favorables, donc ces vélages, c'est maintenant, à partir, vous voyez là, sa courbe de lactation. Donc il profite du peu de maïs qu'il a dans ce système pour caler sa ration. Il a des vaches qui ont une lactation homogène, donc il cale bien sa ration. Et il fait son lait toute la période d'automne, parce qu'on repart de la deuxième pousse de l'herbe, parce qu'en fait, c'est assez marqué. On a un printemps avec une pousse de l'herbe, une canicule où c'est tout cramé, et souvent, à l'automne, on a un petit peu d'herbe qui repousse. Donc là, on joue sur ce tableau-là. Et ce qui est vraiment, vraiment aussi intéressant, c'est que là, il est chez Biolay, et le lait bio au printemps est très mal payé. C'est le prix le plus bas. Tandis que là, il fait son lait à une période où le marché Biolay, où la grille de paiement est favorable. Donc il valorise son produit, et il a des taux. Il a réglé son problème de reproduction, et il fait partie aussi dans une zone très séchante. Alors dire que toutes les exploitations bio vont être autonomes, ça serait vraiment une hérésie de ma part de dire ça. Je vous rappelle qu'ils ont une zone très difficile, du maïs très difficile à faire, le poker, une année sur 3 de bon maïs, donc c'est très compliqué. Et des fermes comme ça, donc il valorise sa qualité, et quand il manque du maïs, eh bien, il achète tout simplement du maïs épi ou de la super luzerne. Nous, on a des terrains très acides, la luzerne est difficile à faire chez nous. Et ces éleveurs-là, lui, il était moteur, il a participé à la création du groupe pour essayer de garantir des prix et de la qualité sur des fourrages. Ils n'achètent pas des camions, ils n'achètent pas des tonnes de foin ou des tonnes de matière sèche, ils achètent des PDI et des UF. Ça, c'est très, très important. Donc voilà tous les éléments qu'il a mis en place. Donc je rappelle, monotraite sur la période sèche, il fait un petit peu de maïs, donc il variabilité maximum de son assolement, le croisement à 3 voies, travaille sur la qualité des fourrages, et achat groupé de fourrage. Alors il est là ce croisement à 3 voies. Je l'ai mis là, on a dit que c'était une baisse de qualité, une baisse de production. Et là vous avez le taux protéique du lait. Donc vous voyez, il est ici. Et vous voyez, là, on a fait une enquête, on a eu un stagiaire l'année dernière qui a fait une enquête sur 17 fermes bio de notre département, et on allait chercher les gens qui avaient le taux protéique le plus haut, parce qu'on avait cette problématique de taux protéique. Et ici, vous avez en face les grammes de concentré qu'ont consommé les vaches. Alors on dit, bêtement, si on prend les livres, on dit, il faut mettre de l'énergie, vous ferez du taux protéique. Et on s'aperçoit ici que ce n'est pas les mecs qui ont le plus de taux protéique, excusez-moi, ouais. C'est pas les gens qui ont mis le plus de concentré qui ont le taux protéique le plus haut. Et lui, le croisement à 3 voies, vous voyez, là, on a un système Montbéliard ici, et lui, il est là. Donc, on a 34 de taux protéique, donc on valorise un maximum le prix du lait. Et regardez ici, vous avez donc un prix du lait qui a été valorisé à 514 € par millilitre, à cause de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, la lactation, la grille de paiement et la qualité du lait. Vous voyez, sur le taux protéique, on est à 33, 44, un IVV à 376 jours, des frais vétaux qui sont à 9 € par millilitre, donc qui sont dans les plus bas, et une efficacité économique remarquable. On a 50% de BE. Et je le suis depuis 10 ans, on le suivait depuis qu'il est passé en bio, et on a toujours, c'est une régularité impeccable. On baisse 2 ou 3 points l'efficacité économique, mais on approche les 50% tous les ans. Ça, c'est très important. Et quand même, le plus important, vous avez dit que la personne elle était dans un milieu très séchant, avec des sécheresses, des achats de fourrage, et une autonomie qui n'est pas atteinte, mais on peut se dire, eh ben, il va brasser de l'argent, ce monsieur. On va lui payer son lait bio, et puis lui, en échange, il va acheter de l'aliment. Et si on regarde, achat de concentré, 42 € par millilitre. Pour vous donner un ordre d'idée, en ferme conventionnelle, un système classique, on approche les 85-90 € dans certaines fermes d'achat de concentré. Et voire plus. À 42 € par millilitre, on est dans les fourchettes très basses. Et les achats de fourrage représentent 24 € par millilitre. Il a un coût alimentaire à 66 € par millilitre. C'est un coût alimentaire qui est quand même remarquable avec des aliments bio, avec des prix bio.
Et aussi, ce qu'on parle aujourd'hui, que ce soit sur les protéines, c'est la flambée des coûts des matières premières. Là, il y a quand même de la résilience sur tous ces points. Donc, pour résumer cette situation, on a quand même un éleveur qui réfléchit beaucoup. Yannick peut en témoigner. C'est toujours une idée d'avance. C'est quelqu'un qui est super volontaire, il essaie plein de choses. On est plein de groupes d'éleveurs, on est des Cubains chez eux pour voir comment ça se passait. Et globalement, les résultats, ils sont vraiment là. Alors, ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, complètement différent. Donc là, la ferme, on est plutôt autour de 800 mètres d'altitude. Donc, on est sur des plateaux du Pilat, pour ceux qui connaissent la Loire. On a 2,5 UMO, donc c'est un couple et un demi-salarié. On a 100 hectares de surface, 85 hectares de surface fourragère, 10 hectares de maïs et 15 hectares de céréales, pour donner un ordre d'idée. Alors, la particularité de cette ferme, on est passé en 2015 en bio et je le suivais en conventionnel en ferme réseau Inosis. Donc, j'ai les chiffres en conventionnel d'avant 2015, ce qui est vraiment intéressant. C'est quelqu'un, pour toucher un peu le stéréotype, de l'exploitation, on était plutôt sur des personnes très conventionnelles et très formatées par le système scolaire. Ammonitrate, herbicides, fongicides, voilà. Je parlais bio, vous voyez les budgets d'achat d'intrants, c'est vrai qu'on avait sujet dans cette discussion, mais il serait cogné au plafond quand on parlait bio. Et donc ça a évolué dans sa tête. Son épouse a eu un gros souci de santé. Et ce qui a fait qu'il a basculé et commencé à se poser des questions, où on a fait un diag de conversion et il a fait le pas en 2015. Donc là, on partait sur un gros cheptel. Donc vous avez un Primochten. Là, on était autour de 8500-9000 litres. Lui, il supporterait, dans sa tête, impossible que les vaches perdent du lait. C'était un frein psychologique au passage en bio. Donc, la question était, donc il faut qu'on maintienne nos vaches avec cette productivité, mais également qu'on maîtrise le co-alimentaire. Gros challenge. Ça, c'est important. Et il y a, ne serait-ce que 10 ans que soit, les conseillers qui m'ont précédé, il l'aurait pris pour un fou. Aujourd'hui, on a des résultats de gens qui arrivent à tenir des troupeaux comme ça, avec des litrages comme ça, à des coûts alimentaires très très raisonnables, ce qui est le cas de cette ferme. Je vais développer. Donc on a 505 000 litres de lait qui ont été produits. Donc là, on avait un problème d'autonomie fourragère et du maintien du niveau de production, parce que, voilà. Alors, l'autonomie fourragère, ils ont eu un plus quand même. Il y a les beaux-parents qui ont laissé une ferme, qui ont pris leur retraite, donc ils ont pu agrandir leur exploitation de 20 hectares. Donc ça, le post-agrandissement de surface a beaucoup joué. On était sur 80 hectares dans le projet de départ. Très important. Objectif, maîtriser ce coût de production. Ils n'avaient pas de salarié à l'époque. Lors du passage en bio, ils ont embauché un salarié. Alors, quels sont leurs secrets? Quels sont leurs secrets? Donc, il est là. C'est l'herbe, c'est tout vert. C'est tout simple. On a fait une étude, vous avez dit tout à l'heure sur le taux protéique. On a également, il y avait un stagiaire qui travaillait au contrôle laitier de la Haute-Loire et on a mis nos données en commun. Et ce qu'on a observé, le stagiaire de la Haute-Loire, lui, a fait des caméras de surveillance pour le comportement animal. Il suivait les vaches un peu quand elles allaient pâturer, quand elles mangeaient, voilà. Et on s'est aperçu que toute la période estivale, c'est très compliqué quand on a des périodes de canicule, on peut dire, bah oui, lâchez vos vaches, mettez-les dehors, elles vont pâturer. Vous pouvez avoir 30, 40, voire 60 hectares autour de la ferme. Déjà, quand il y a la canicule, il n'y a plus rien, parce que le stage végétatif de l'herbe, quand vous avez passé les 28 degrés, déjà c'est calme. Et ce qu'on a observé, c'est que les vaches sortaient et elles rentraient le soir avec la panse vide. Donc, avec tous les problèmes que Yannick a soulevés tout à l'heure, chute de production, baisse de taux, et particulièrement la Holstein, c'est une vache vaillante quand même. J'ai dit qu'elle était feignante, mais elle est vaillante pour faire du lait. La première chose qu'elle fait du lait. Donc c'est son premier objectif. Et si elle n'a pas la nourriture qui va en face, souvent, elle perd de l'état et de la production. Donc là, on a le secret, il est là. Hop.
Donc là, vous avez, tout en période de canicule, il a une afforeuse en verre. C'est un système assez pâturant en période de printemps. Donc, il affourage ses vaches en verre, donc elles partent après la traite à la pâture, il reste 3-4 heures, et vers les 11 heures, elles sont rentrées dans le bâtiment quand les températures commencent à devenir excessives. Et donc, vous voyez là, devant leur nez, elles ont du trèfle et du régras hybride. Et là, il arrive à maintenir et à faire du taux. Là, vous n'avez même pas besoin de tourteau de soja pour faire du lait. Donc ça, c'est très important. Donc là, on a énormément travaillé sur la qualité du fourrage. On a limité la complémentation estivale avec ce système-là. Et globalement, là aussi, gros aménagement sur le bâtiment. Vous le voyez là. Toutes les toitures étaient isolées pour limiter la température dans le bâtiment. Là, vous avez un système de capteurs en fonction de l'hygrométrie de la température. Vous avez des rideaux qui s'ouvrent pour que les animaux soient le mieux possible. Là aussi, on a maintenu les taux. Vous avez vu le prix du lait, on est à 498. Une efficacité économique à 38%. Alors là, c'est avec les charges du salarié, je tiens à le dire. Voilà. Et là, on a un système qui fonctionne aussi. 51 € par millilitre d'achat de concentré, 11 € de fourrage et agroalimentaire à 62 € avec des vaches qui consomment pratiquement 15 tonnes de tourteaux de soja du commerce acheté. Voilà. Donc c'est remarquable. Vous avez un article dans Réussir Beauvalais, si vous passez, où il y a la description complète de cette ferme qui est parue là. Il sort en octobre. Donc là, dernière chose qu'on a fait dans le scénario AP3C, donc Yannick en a parlé tout à l'heure, c'est des simulations à l'échelle 2050. Pour moi, 2050, ça ne veut rien dire. Le problème, il est là maintenant tout de suite dans les fermes. Et avec l'historique que je vous ai dit, on a essayé de simuler et de tordre un peu les choses. Donc le cas type AB4, c'est un cas type bio des Grands Massifs Central. 2 unités de main-d'œuvre. On a ici 96 hectares, 76 UGB, 55 vaches avec des Montbéliard, des Plumolstein et 356 000 litres de lait vendu. Qu'est-ce qu'on lui a fait subir à ce cas type? Eh ben, on y a fait subir les foudres du ciel. Alors là, vous avez la situation initiale qui est le revenu normal. Alors, le revenu normal, ça n'existera plus demain, c'est clair et net. Vous avez donc le revenu normal. Et là, on a fait des simulations avec une baisse de rendement de 10% sur tout, sur la pâture, sur les céréales, sur l'herbe. Et deuxième chose, on a fait une simulation avec une baisse de rendement de 30%, donc beaucoup plus sévère. Et comme scénario d'adaptation, donc on a dit, j'ai une baisse de rendement de 10%, j'achète pour compenser. J'ai une baisse de 10%, je baisse mon effectif pour m'adapter. J'ai une baisse, j'augmente ma surface pour compenser. Et ici, le dernier scénario, c'était l'irrigation. Et on a fait ça pour un scénario à moins 10% et un scénario à moins 30%. Alors si on regarde brièvement, donc là, vous avez vu que le scénario à 100%, il y a que 2 cas où on peut à peu près le pallier, c'est un s'agrandissant. Avec les limites qu'on connaît, voilà. Je suis en retard, on avance. Là, ici, vous avez une baisse de rendement, adaptation des achats compensateurs. On est à 84%. Donc et si la baisse d'effectifs dans le premier cas, on arrive à avoir à 89%. En gros, entre ces deux scénarios, on a peu de différence. Le scénario adaptation, le voilà. Par contre, le scénario irrigation, on me demandait tout à l'heure, c'était pas un sujet pour nos éleveurs, et effectivement, parce qu'en bio, vous avez un problème qui s'appelle la rotation. Et nos systèmes de montagne, on n'a pas des aspersions ou des barrages, on a des petites retenues collinaires. Et ce qui est important, vous avez donc la retenue qui est là, et vous pouvez irriguer seulement 10 à 15 hectares qui sont autour. Avec notre rotation, si vous voulez un maïs tous les 5 ans, par exemple, pour éviter l'enherbement et tout ça, donc ça réduit complètement l'échelle des choses qu'on peut faire et la variabilité d'assolement qu'on peut irriguer. Et on sait tous, vu le coût d'une retenue, aujourd'hui, ça serait le maïs et les luzernes qui seraient les 2 productions les plus rentables à irriguer. Or, avec les rotations, les possibilités sont limitées. Et ce qu'a dit Yannick tout à l'heure, avec les autorisations, ça devient vite compliqué. Par contre, si on regarde un scénario à moins 30, là c'est une cata. Les achats compensateurs, on a 62% du revenu. Les baisses d'effectifs, on est encore pire.
Alors, vous allez dire pourquoi les baisses d'effectifs? Parce qu'après, là, on a vraiment trop baissé les effectifs. Au-delà d'un certain chargement, on a un problème aussi, la matière organique qui rentre dans la ferme. On est un peu dans la cueillette, quand on est à 0,6, 0,7, on n'a plus assez d'animaux pour alimenter, on va dire, en matière organique, le système agronomique de la ferme. Et on se casse la gueule en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et vous voyez que le scénario d'irrigation, il est encore plus défavorable, et quand même, sur un scénario à moins de 30%, il serait au-dessus des deux autres. Voilà. Pour résumer vite fait, pas de changement, alors ça, c'est pas une situation crédible. C'est sûr que le revenu, il va prendre un coup, peu importe les adaptations. Le baisse d'effectifs, il est bien à un certain pourcentage d'effectifs. Au-delà, on ne déduit plus nos charges de structure. Et je veux dire, en termes de matière organique, ce que j'ai expliqué tout à l'heure en rendant ce schéma-là, c'est catastrophique au point de vue agronomique. L'augmentation de surface, c'est le monde merveilleux de Walt Disney. C'est facile de dire je vais prendre 20 hectares autour de chez moi, je ne vais pas avaler mes voisins, ils sont là. Donc c'est très compliqué. La course au foncier, c'est pas des messages qui sont possibles sur le terrain. La charge de travail, pareil, et tout ce qui est équipement aussi. Si j'ai 20 hectares ou 30 hectares de plus à faire, ma faucheuse va être plus grande, mon tracteur plus gros, etc. Et on augmente aussi nos charges de structure, de mécanisation. Voilà, et l'irrigation, voilà ce que j'en ai dit, il ne faut pas penser, l'irrigation c'est une charge de travail très importante en période estivale, et ça demande des investissements très importants. Il faut avoir un parcellaire compatible et les possibilités d'assoler sont réduites. Et là, globalement, ça donne une résilience supérieure, mais avec les conditions qu'on connaît. Et en termes d'autorisation, c'est vraiment une horreur. Voilà, j'ai essayé de faire très vite. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'en ai une par rapport au changement, justement. Il est où le niveau optimum? Alors, le niveau optimum, il est indépendant de votre zone. Si vous êtes dans les pays du Nord, on va dire de la France, bien sûr, nous, on observe quand on descend en dessous de 0,8 de chargement, on commence déjà à pénaliser le fonctionnement agronomique du système. Et prairie permanente surtout, on érode notre système. On n'a pas assez de matière organique pour alimenter toute la SAU. Mais ça, c'est une très bonne question. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans la typologie, quand on est à des fermes des monts du Lyonnais, on est plutôt autour de 1 UGB de chargement. Par contre, quand on va dans des zones de montagne, quand on descend en dessous de 0,8, c'est un peu plus compliqué. Ça devient vite un problème. Mais ça, c'est vraiment, je ne vous dirai pas un chiffre comme ça, c'est en fonction du potentiel pédoclimatique de la zone. Justement, en fonction de ce potentiel pédoclimatique, et avec l'enquête qu'a montré Yannick tout à l'heure, là où les éleveurs citent en premier lieu qu'ils ont subi des sécheresses, est-ce qu'on peut objectiver qu'est-ce qu'une sécheresse selon les contextes pédoclimatiques, c'est-à-dire à partir de quel moment les éleveurs doivent mettre en place des mesures d'adaptation, notamment de baisse de chargement, et jusqu'où baisser le chargement. Parce qu'une sécheresse dans les monts du Lyonnais, c'est peut-être pas les mêmes indicateurs météorologiques qu'une sécheresse, par exemple, dans le Sancy chez nous, quoi. Donc, est-ce qu'il y a dans le projet AP3C, est-ce qu'il y a, ou dans d'autres projets, des investigations pour pouvoir mieux objectiver je dirais, les aléas météorologiques et s'adapter? Alors, je dirais, on n'est plus dans la prospective, on est dans l'adaptation, parce qu'avec ce qu'on a vécu ces 3 dernières campagnes, l'adaptation, on y est dedans. On y est, on est dans le vif, on n'est plus à l'époque de spéculation, on est vraiment dans l'adaptation, vraiment. Et c'est très juste votre question, parce que nous, on fait énormément de débité, de calamités. Et en fait, on avait la moyenne, la base 100 qui est là, mais la base 100, c'est comme ça. Elle baisse tout le temps. Et nous, on se demande jusqu'où elle va baisser. Je n'ai pas la réponse, je ne suis pas ma dernière moi, mais c'est un sujet d'inquiétude majeure. Et les dernières prévisions climatiques sont encore plus catastrophiques de quand on avait commencé à P3C. Moi, je dis, si on parle de l'horizon 2050, c'est trop tard pour se poser les questions. Un jeune qui s'installe aujourd'hui, il fait son bâtiment pour 40 à 50 ans, donc autant qu'il ait pris toutes ces données en compte. Pour répondre à cette question jusqu'où on peut aller, c'est vrai que là, on est sur des choses qui sont invraisemblables.
On n'a jamais vu ça à l'échelle du temps et à l'échelle de l'espèce humaine, on va dire. Une variabilité de température et de phénomènes climatiques aussi violents. Parce que nous, on a eu des sécheresses, on a eu de la grêle, enfin, vous aussi sûrement. Et peu importe la zone, on va dire, même les monts du Lyonnais, qui étaient quand même des zones assez favorables, sur les maïs, ils se prennent des tôles depuis 3-4 ans, qu'on n'avait jamais vues. Et sur des zones de montagne à 800 mètres, j'ai des maïs qui sont au niveau des monts du Lyonnais que je connaissais il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on voit des évolutions qui sont invraisemblables sur une échelle de temps réduite. Je dis, on y est dedans. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question, mais voilà. Oui, non, enfin oui, on est dedans. Et... non, mais... Oui, non, mais effectivement, c'est compliqué. À partir de quand il faut mettre des adaptations? Je pense que dès qu'on commence à acheter plus de 2 années de suite, c'est que voilà. On est quand même sur des systèmes qui sont relativement autonomes. Donc ils commencent à acheter chroniquement 1 année, c'est pas grave. 2 années, 3 années. Non, mais c'était aussi pour faire la part sur ce que tu dis au départ, c'est très vrai, savoir repérer le dysfonctionnement du système de l'aléa qui est subi et auquel on doit s'adapter. Donc la limite, voilà, pour moi, elle est peut-être un peu floue aussi. Oui, alors pour schématiser ça, cet hiver, on a fait une enquête, on a allé chez tous les éleveurs allaitants de la zone rouennaise, on a enquêté 250 élevages allaitants qui étaient dans le mire de la sécheresse, qui avaient subi des choses. Et la première chose qu'on voit quand même, mis à part de mise en place d'adaptation, c'est de régler les problèmes techniques qu'on a sur les élevages. C'est quand même une priorité 0, tout de suite. On ne peut plus se permettre. Il y a des choses qu'on s'est permis les années antérieures. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on n'a plus le droit à l'erreur. Pour moi, une personne qui n'est pas technique, demain, il va falloir faire très attention à ses projets. Quand on voit les capitaux qui s'investissent sur la ferme, ça fait quand même trembler. Oui, bonjour, Emmanuel Desil, conseiller agriculture biologique à la Chambre d'agriculture de l'Allier. Et moi, je me pose la question plutôt en termes de à quelle date doit-on avoir couvert son autonomie fourragère pour couvrir les besoins de la redistribution et de l'hiver suivant? Alors, ma réponse est claire là-dessus. En élevage laitier, viser l'autonomie fourragère, ce n'est pas forcément un objectif en soi qui serait économique. À cause que j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur nos exploitations. Acheter du maïs épi et garantir du taux et des vaches en état, économiquement, avec un prix du lait qu'on a vu là, c'est rentable. Voilà. Après, viser l'autonomie, si on peut le faire, il faut le faire. Je ne vais jamais dire le contraire. Mais nous, en système laitier, puisque la question en système laitier, viser l'autonomie en soi, en termes de résilience, avec ce qu'on a, si on ne s'autorise pas aussi à acheter des fourrages, des PDI et des UF, c'est très important, des PDI et des UF, pas des fourrages. Quelque part, on n'est pas dans les clous et ça permet aussi, si on baisse trop la production, les coûts de production, si on parle rien que la ferraille, entretien du matériel, les bâtiments, on a pris, sur la mécanisation, on a pris pratiquement 25 à 30% d'augmentation les 5 dernières campagnes. Demain, si on ne fait plus assez de lait en bio, on a toute cette chaîne de mécanisation qui va nous rattraper. Ma collègue du Rhône, là, on fait des bâtiments là, chiffrés à 8 500 à 12 000 euros la place avec des systèmes robots. Et aussi, quand on met une vache dans un système comme ça, avec un coût des bâtiments, il faut aussi se poser la question de dilution des charges de structure, donc les millilitres qui vont être produits, donc la productivité. Ça, c'est une vraie question, un vrai enjeu. Très bien, merci. On va devoir passer